je suis le manager pays d'Invest in Africa en Mauritanie et je suis très honoré de vous recevoir dans ce séminaire. Cette session aujourd'hui concerne l'assurance, le concept de la résilience en termes de cybersécurité, mais aussi la conformité. C'est un thème en tout cas assez intéressant qui va nous tenir en haleine pendant 90 minutes pour sensibiliser en français et en anglais aussi sur des questions aussi importantes et lancinantes comme la COVID-19, la guerre en Ukraine par exemple, et aussi la situation instable du Sahel. Invest in Africa est aujourd'hui un organe de contenu local, mais aussi une organisation qui aide les petites et moyennes entreprises et qui les soutient au Sénégal et en Mauritanie pour qu'elles puissent bénéficier des investissements étrangers. Et Invest in Africa met ensemble les capacités, en tout cas des fournisseurs locaux en branle pour qu'ils puissent comprendre les règles et s'améliorer par rapport aux besoins des entreprises internationales qui sont intéressées par des industries comme l'industrie des mines, l'industrie du pétrole, du gaz et surtout les multinationales. Pour nous, le succès, la réussite, c'est de mettre en place en tout cas une industrie locale assez durable, mais aussi de diversifier et créer aussi la possibilité d'avoir des emplois dans plusieurs secteurs. Nous allons parler de contrôle risque avec Rolake Aladapko, qui est un consultant senior qui a une expérience assez vaste sur les questions d'investigation, mais aussi de conformité, donc sur les questions d'audit. Nous aurons aussi avec UIB M. Carlos Rueda, qui est un partenaire senior qui a aussi une expérience assez vaste de l'industrie d'assurance, tout ce qui touche la propriété, l'énergie, les mines, la production en général, la politique et les violences. Cette présentation aussi sera suivie après celle de Rigby DiMaggio concernant la cybersécurité et les médias, lui aussi qui a une expérience assez vaste sur les questions concernant la négociation, les solutions d'assurance complexes, et qui a aussi un focus sur le continent africain. Et après toutes ces trois présentations-là, nous aurons une session de questions et réponses pour vous permettre d'avoir beaucoup plus de connaissances sur le sujet. On a à peu près 160 personnes qui sont inscrites, qui sont actuellement en train de participer avec nous à cet événement, sur la chaîne en anglais et en français. Donc, n'hésitez pas de vous servir de la chat box pour nous envoyer des questions. Encore une fois, merci et bienvenue à cette session. Alors, Oladebe, est-ce que vous êtes prête? Merci beaucoup. Donnez-moi l'opportunité de partager mon écran très rapidement. Merci beaucoup encore une fois pour cette présentation. Mon nom, c'est Oladebe. Je suis une consultante senior en risque et contrôle. Nous avons plus de 36 affiliés. On a 6 bureaux dans le continent. Je suis basé dans notre bureau de Lagos. Donc, je suis responsable des questions forensiques. J'assiste et aussi j'aide dans l'investigation des projets dans la région ouest africaine, en Europe et au Moyen-Orient. J'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience
dans l'assistanat et dans le soutien des entreprises pour soit construire un programme de conformité. Donc, j'ai vraiment de l'expérience pratique par rapport à comment les entreprises aussi mettent en place leur système de conformité au fil des ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques expériences tirées de ma vie réelle et aussi sur des expériences que j'ai eues à travers les interventions que j'ai faites pour les entreprises et aussi des difficultés et des manquements que j'ai eu à contrôler en tant que contrôleuse de risque pour aider aussi les entreprises à pouvoir rehausser leur niveau de conformité. Je voudrais d'abord discuter rapidement c'est quoi la conformité. La conformité, c'est la deuxième ligne de défense de l'entreprise. En termes réels, ce que ça veut dire, c'est que la fonction de conformité a la responsabilité d'identifier les risques auxquels l'entreprise est exposée et aussi d'aider le management de la direction à naviguer et essayer de diluer ces risques. Donc, la fonction de conformité est une fonction très importante et c'est aussi une fonction qui doit être très stricte et qui constitue aussi un pilier stratégique dans le landerneau de l'entreprise. Donc, l'un des domaines clés qui peut aider à une entreprise à avoir en tout cas une politique de, de conformité très importante, c'est que d'abord il faut connaître son entreprise, il faut connaître son domaine. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir une compréhension du secteur en tant que tel, le type de service que l'entreprise offre, les types de partenariats qui existent entre les éléments du secteur, et puis avoir une compréhension des risques auxquels l'entreprise ou le secteur est composé. Un autre facteur clé, c'est aussi que l'entreprise doit aussi comprendre le climat politique, mais aussi la réglementation. Par exemple, au Sénégal et en Mauritanie, bien sûr, le pétrole, le gaz, c'est des choses qui sont en train d'être découvertes. L'industrie, elle est nouvelle. Donc, en tant que entreprise dans l'industrie extractive, il faut comprendre la réglementation, le paysage réglementaire, parce que c'est des industries qui sont naissantes et la production n'a même pas encore commencé. Cela veut dire que le paysage réglementaire est en train d'évoluer. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Donc, il est vraiment important de comprendre l'industrie extractive. Il faut comprendre aussi les problèmes, les challenges auxquels vous êtes soumis. Donc, c'est très important de comprendre tous ces éléments-là pour pouvoir comprendre les risques. Il faut aussi comprendre le paysage politique. Je suis au Nigeria, par exemple, et quand je réfléchis sur le paysage politique au Nigeria, par exemple, pendant les moments d'élection où le pays est instable, en général, les investissements sont assez timides. Les investisseurs essaient de faire un suivi, un monitoring du climat politique. Donc, connaître un peu le calendrier politique de la région, c'est important. Savoir à quelle période les élections se tiennent. Savoir aussi qu'à ce moment, les investissements sont assez modestes. Et puis, mettre en place des mesures pour un petit peu parer à ces risques-là. Donc,
il faut bien sûr garder à l'esprit que le fait que les investissements soient ralentis aurait un impact sur l'industrie de manière générale. Le deuxième facteur important pour comprendre son environnement, il faut une compréhension des risques auxquels le business peut être confronté. Donc, il faut faire une évaluation des risques, c'est la meilleure façon, et une évaluation des risques va surligner, va mettre en exergue les risques auxquels l'entreprise est déjà au fait, la nature des risques, leur gravité, mais aussi la fréquence de ces risques-là. Donc, de ce point de vue, si vous comprenez la nature et la gravité des risques auxquels votre industrie est exposée, donc vous pouvez avoir une politique vis-à-vis des investissements beaucoup plus appropriée. Donc, vous pouvez savoir les domaines dans lesquels les risques sont beaucoup plus élevés, la fréquence de ces risques aussi, pour savoir comment utiliser ces ressources en temps de difficulté. Donc, la fréquence, la gravité de ces risques, si vous les connaissez, ça vous permet d'utiliser vos ressources de manière beaucoup plus appropriée. Le troisième élément, c'est que quand vous mettez en place un programme de conformité, donc c'est important d'avoir les inputs, les suggestions et les idées de tous les dirigeants de l'entreprise. Quand vous faites une évaluation des risques, essentiellement, l'une des façons de conduire ça, c'est d'avoir des conversations, des discussions avec tous les grands acteurs, les acteurs majeurs, pour savoir dans leur circonscription, dans les process auxquels ils ont des responsabilités, quel est aujourd'hui l'impact de ces risques-là. Donc la conformité, c'est pas une fonction qui concerne juste une partie de l'entreprise, elle est transversale. Donc on a besoin de l'implication de tout le monde pour pouvoir de manière efficace mitiger les risques auxquels le secteur peut être amené à exposer. L'autre point fondamental pour mettre en place un programme de conformité solide, c'est créer une culture de la conformité. Ce que ça veut dire, c'est encourager un environnement où les gens sont appelés à faire ce qui est commandable, ce qui est bon. Quand on parle de conformité, quand on parle essentiellement de la création d'un environnement de conformité, c'est important de vraiment donner le ton, parce que c'est le leadership de l'organisation qui inspire cette culture-là jusqu'au bas de l'échelle. Dans mon expérience, personnelle, je vois que là où les juniors en général sont inspirés par des leaders qui donnent le ton, qui se montrent en exemple. Il est très facile, il est beaucoup plus facile en tout cas pour le staff junior vraiment de, de suivre cet exemple-là. Donc c'est très important pour les leaders de se montrer en exemple, de montrer leur engagement par rapport à une culture de conformité. Le deuxième point, c'est que les programmes de conformité doivent être appliqués de manière constante dans l'entreprise. Donc, si vous avez par exemple, en tout cas, une entreprise avec un siège à l'international et d'autres sièges d'autres succursales dans les pays, il est important que le programme de conformité qu'on a au siège soit le même, ou en tout cas soit cohérent avec les programmes de conformité qu'on a dans d'autres filiales dans le monde. C'est aussi important
dans l'application des politiques de conformité, de aussi prendre en compte les dynamiques locales dans les pays. Quand je dis ça, je pense par exemple aux différences culturelles. Je parle aussi des différences en termes de réglementation et aussi les types de risques et les divergences politiques qui peuvent se passer. Donc, contrôler les risques au niveau du Nigeria peut être différent de la politique de contrôle de risque en Angleterre. Si je prends par exemple l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, l'un des risques majeurs qui sont constants, c'est d'abord la corruption et les pots de vin. Donc, dans ces cas de figure, quand je mets en place un programme de conformité en Afrique de l'Ouest, ben, je prends en compte le fait que la corruption et les pots de vin sont assez récurrents en Afrique. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans la politique de conformité, mais il faut aussi considérer l'environnement local dans ces politiques de conformité, essayer de traduire ça fidèlement de manière à ce que cela soit adapté à l'environnement local. Quand je pense à créer un environnement où la conformité règne, je pense d'abord à l'éducation, à la formation, parce que je me dis que la connaissance, la formation elle est importante. Il faut former les gens à différents niveaux de l'entreprise sur les programmes de conformité, sur l'importance de la politique de conformité et sur aussi les conséquences de la non-conformité. J'insiste souvent en disant que les conséquences de la non-conformité doivent être communiquées et aussi que le programme de conformité ou la politique de conformité soit transparente. Et si ces choses-là sont réunies, en général, les employés sont beaucoup plus enclins à adhérer à cette politique de conformité. L'autre chose que j'ajouterais, c'est que la formation ne devrait pas être assez générique, elle devrait être vraiment à l'image des différents types de fonctions dans l'organisation. Donc, normalement, ça devrait refléter comment, en tout cas, l'action ou en tout cas l'acte d'un employé pourrait avoir des conséquences sur l'organisation de manière générale. La formation aussi doit être taillée sur mesure pour refléter l'environnement dans lequel l'entreprise baigne. Encore une fois, en déroulant ces formations, il est important d'utiliser des exemples et aussi des cas assez pertinents par rapport, en tout cas, à la description des tâches d'une fonction donnée, ou en tout cas par rapport à l'environnement local d'une entreprise donnée. Donc, le prochain point, c'est tester et faire le monitoring, le suivi de manière continue. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important de mettre en place un programme, une politique, de documenter tout ça et de communiquer. Mais c'en est une autre de faire un palier en avant et faire en sorte qu'il faut tester cette politique pour savoir si la politique elle est efficace. Elle travaille dans l'intérêt de l'organisation pour l'aider à accomplir son intention, la raison pour laquelle elle avait été mise en place. Donc, au-delà de l'implémentation, il est important pour les entreprises de tester les domaines spécifiques de la politique pour déterminer les instances, les secteurs, les domaines dans lesquels il peut y avoir des changements de méthode pour identifier des non-conformités, par exemple.
Le suivi, c'est juste prendre une approche proactive au lieu d'une approche réactive en termes de conformité. Donc, l'un des domaines clés du suivi, c'est que ça nous aide à identifier les domaines dans lesquels il peut y avoir une certaine incohérence, des domaines où il peut y avoir des non-conformités. Et voilà, ça nous permet d'avoir en tout cas des, comment on appelle, des alertes sur certains aspects. Donc, l'un des domaines clés où je vois que, en tant que consultant, il y a souvent des problèmes, c'est avec l'utilisation des données. Par exemple, l'industrie technologique en Afrique de l'Ouest se développe et on voit que les employés, les entreprises utilisent beaucoup la technologie, le système des données pour identifier des problèmes ou en tout cas des problèmes potentiels. Mais les données peuvent en fait nous aider à nous alerter. Et ça va permettre à l'entreprise de se focaliser sur une transaction, sur un domaine pour déceler des risques, surtout par exemple dans le domaine de la corruption et des pots de vente. L'un des projets sur lesquels j'ai été impliqué fortement, c'était un projet où il fallait faire la revue des données. Et quand on a identifié certaines transactions, on a vu ce qui ressemblait à une anomalie en termes de la fréquence avec laquelle les paiements étaient faits, la fréquence des paiements, les montants. Donc, quand on a vu ces transactions, on a commencé à se poser des questions. Et ce sont ces questions qui nous ont menés à vraiment voir que c'était vraiment des transactions avec des relents de corruption. Donc, c'est vraiment, en tout cas, un outil qu'on peut utiliser, les données, pour permettre aux entreprises de voir des alertes, par exemple, dans ces activités quotidiennes par rapport à des potentielles sources de corruption. Je vois en tout cas la fonction de conformité peut aussi avoir des problèmes au niveau des ressources, parce que des fois, je travaille avec des entreprises qui n'ont pas beaucoup de ressources pour mettre en place une bonne politique de conformité. Et je dis que la façon de gérer ça et puis mettre en place une approche basée sur le risque. Donc, de ce point de vue, l'entreprise peut identifier les domaines dans lesquels les risques sont un peu plus élevés, essayer de mettre plus de ressources dans ces domaines-là pour pallier à ces risques. Donc, il faut savoir aussi que l'utilisation des domaines de la technologie aussi est très importante quand il s'agit de prendre une approche proactive et d'assurer que l'entreprise est vraiment consciente des risques auxquels elle est soumise. Parce que quand on réalise ça plus tard, c'est un peu plus difficile à gérer. Donc, il s'agit d'avoir une démarche proactive. Juste en guise de conclusion, on va vous dire quelles sont les choses qui sont contraires à une bonne politique de conformité. Donc, ce n'est pas vraiment une solution qu'on appelle one size fits all, c'est-à-dire une solution standard. C'est quelque chose qui est spécifique à l'environnement, c'est quelque chose qui est spécifique à l'environnement du business et de la politique. Donc, chaque entreprise a des risques spécifiques auxquels elle fait face.
Donc, la politique de conformité doit vraiment refléter ces risques-là et refléter la culture et l'environnement. C'est vraiment pas non plus une mesure réactive. La conformité doit être proactive. Donc, on peut faire des audits de conformité, des suivis de conformité pour pouvoir identifier, en tout cas, des plages de risque où il peut y avoir des problèmes. Donc, la conformité aussi, c'est pas une approche linéaire, c'est pas une question d'étape par étape. C'est quelque chose qui doit vraiment être à l'image des risques, des fonctions de l'entreprise, de son environnement. L'une des façons d'éviter euh, de d'éviter les conséquences de la non-conformité, c'est d'assurer que les risques spécifiques qui sont identifiés pendant les audits, pendant les revues ou pendant même la mise en place du programme nous aident à mitiger les risques et aussi à pouvoir sanctionner tout ce qui est non conforme. Donc, la conformité ne doit pas être opaque, elle doit être transparente. Quand on voit des sources de non-conformité, on doit communiquer ça sur l'échelle de toute l'entreprise. Et les conséquences de la non-conformité aussi, les sanctions doivent être communiquées de manière transparente. Donc, la conformité aussi, c'est quelque chose qui doit être continu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois et qu'on abandonne. Ça doit être testé de manière continue et ça doit suivre une démarche d'amélioration. Et ça doit aussi s'adapter de manière continue aux changements locaux, aux changements environnementaux. Et c'était vraiment tout pour ma présentation. Merci beaucoup. Voilà, Dapo, vous avez euh, utilisé beaucoup de termes clés pour le prochain panéliste. Carlos, est-ce que vous êtes prêt à prendre la parole? Merci beaucoup. Nous allons partager cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques secondes pour qu'on puisse partager la présentation sur la chaîne en français? Merci. Bonjour Carlos, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Invest in Africa pour l'opportunité que vous nous donnez de participer à ce séminaire. Mon nom, c'est Carlo Di Maggio. J'ai beaucoup d'expérience dans les assurances. J'ai beaucoup travaillé à Londres et aussi je travaille dans les domaines des violences politiques en assurance. Donc, l'un des piliers du système d'assurance, donc c'est pas mentionné dans les piliers.
Donc, l'assurance n'est pas aussi simple que les gens voient l'assurance comme un coût qui n'est pas nécessaire, mais l'assurance n'est pas un coût, c'est quelque chose de nécessaire. Rappelez-vous, dans la crise de 2008, où les gens étaient exposés à des risques financiers assez, assez, assez importants, on a vu que le secteur des assurances a commencé à prendre de l'ampleur. Donc cela montre ici l'importance de l'assurance d'une certaine manière. Donc, une étude a été publiée pour dire qu'en 2021, il y a eu plus de 280 milliards de dollars de pertes. Et il n'y a que 118 milliards de dollars qui ont été couverts par les assurances. Malheureusement, l'assurance n'est pas quelque chose qui est très bien introduite dans certains pays sous-développés. Dans des conditions de catastrophe naturelle aussi, il est important de pouvoir s'assurer qu'on est couvert en termes d'assurance. Juste pour vous donner quelques exemples, en mars 2001, il y avait, eu un problème de déversement au Brésil. D'accord, il me semble qu'on n'est pas sur le bon diapo. Il faudrait peut-être faire avancer. Normalement, on doit être sur le diapo numéro 4. Effectivement, ça devrait parler de Petrobras. Normalement, c'est Petrobras P36 et on ne voit pas ça sur... exactement, voilà, c'est bon. Maintenant, vous avez le bon slide. Merci. Donc, Petrobras a été assuré à l'époque. Ça, c'était un autre désastre assez important au Brésil avec Sao Marco. Donc, 19 personnes ont perdu la vie et 668 ont eu des blessures et ont été déplacés. Et à l'époque, la couverture d'assurance de l'entreprise qui travaillait là-bas n'était pas assez. Donc, c'est très, très important d'avoir une police d'assurance qui couvre tous les risques.
En avril 2011, si vous vous rappelez, il y avait le tsunami du Japon. Donc, qui s'était déroulé dans une station balnéaire bien connue au Japon. Donc, en termes d'index, en général, les tremblements de terre en Afrique sont assez rares. Et le plus large tremblement de terre connu en Afrique, c'était dans les années 1900. Et c'était en Tanzanie. Il y en a eu quelques dans certains pays maghrébins comme le Maroc, l'Égypte. Nous avions aussi un incendie au Maroc en 2021 qui a commencé par quelques gouttes d'huile, de pétrole. Et ces gouttes de pétrole-là ont pu être au contact du feu et l'incendie a été incontrôlable. On va parler de quelque chose qu'on utilise tout le temps. Depuis septembre 2001, c'est le sabotage et le terrorisme qu'on voit de plus en plus. Et pour le moment, il y a pas de solution politique à ça. Donc, effectivement, on va continuer sur la même longueur d'onde, sur le même thème. Il y a eu les protestations, le printemps arabe en Algérie en 2010 et en 2012. Et finalement, il y avait aussi une insurrection, une rébellion en Égypte en 2011. Et là, ça nous montre comment les événements peuvent se développer de manière spontanée, sans qu'on puisse les voir venir. Et finalement, il y a la guerre, les guerres civiles. Et c'est des choses qu'on voit tout simplement et qui ont des conséquences désastreuses. Donc, une partie importante du processus de gestion des risques, c'est d'abord identifier les risques, analyser les mesures et impacts, décider qu'est-ce qui peut être un risque acceptable, c'est-à-dire pas grave, essayer aussi de lier, de parer à ces risques, en mettant en place une politique d'assurance. Et si vous pensez que l'assurance est quelque chose qui vous coûte beaucoup, mais l'assurance n'est pas juste là quand il y a un problème. Les assurances font des analyses aussi, font des recommandations pour éviter des risques majeurs. L'assurance doit être vue comme quelque chose qui nous aide à améliorer notre système de contrôle des risques. Ça nous permet de mieux gérer les risques dans une entreprise. Donc l'assurance fait partie de la stratégie à long terme de l'entreprise. Et si vous voulez aussi faire des échanges internationaux, vous êtes obligé d'avoir une assurance. Si vous voulez aussi avoir des partenaires dans le marché international des exports,
vous êtes obligé d'avoir aussi une assurance. Parce que ces compagnies, ces entreprises sur le marché international en font des préalables. Avec tous les fléaux comme les incendies et autres, il est important de mettre les assurances en bonne place dans la stratégie de l'organisation pour éviter des dommages difficiles à parer. On a beaucoup de types d'assurances. On a par exemple les risques liés à la propriété. Nous avons aussi des assurances pour une tierce partie, que ce soit pour les tremblements de terre, les périls naturels, les pannes de machines. Il y a aussi, par exemple, des assurances assez spécifiques, par exemple, pour le contrôle et l'opération des puits. Vous pouvez aussi avoir des assurances pour les lignes de crédit, pour vous couvrir en période de perte qui sont dues aux institutions financières. Et finalement aussi, vous avez des assurances pour la ligne personnelle, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent avec vous, que ce soit assurance médicale, assurance pour les tenants des engins comme les voitures. C'est quoi la violence politique? On voit ça souvent dans les informations. Et c'est aussi une de nos spécialités de couvrir pour les risques de violence politique, comme le sabotage, le terrorisme, les grèves, les protestations, les insurrections, les dommages malicieux faits par des ennemis, les mutineries, les coups d'État. On a les guerres civiles. Donc il y a 7 exemples de violence politique que nous avons identifiés. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas acheter une assurance générique. Pour les mutineries, par exemple, et les coups d'État, ça c'est des assurances spécifiques. Pour, par exemple, les guerres et les guerres civiles, c'est très difficile des fois de faire la différence entre une guerre simple et une guerre civile. Je vais vous donner le cas des pôles d'Égypte. Comme ce qui s'est passé en Égypte en 2011. Tout a commencé par des protestations, des révoltes. Donc les gens étaient en train de protester contre la brutalité des policiers, des forces de défense et de sécurité. Donc ça a commencé juste par des grèves, des désobéissances civiles, des protestations. Donc ça a commencé au Caire, par exemple, au Suez. Donc la violence a continué avec les exactions des policiers et des forces de défense. Donc vers le 28 janvier, ça s'est encore intensifié avec les vendredis noirs du Caire. Le 2 février 2011, il y a eu des affrontements à la place Tahrir, ce qui a été vraiment dépeint comme une insurrection, une révolte populaire.
Et le gouvernement a commencé à prendre des décisions politiques qui ont fait que l'insurrection était devenue nationale. Et le 11, donc le 11 février 2011, ça a été déclaré comme une vraie révolution. Et le président Moubarak a même démissionné. Donc, comme vous voyez, ça a commencé par quelque chose d'assez léger et finalement, c'est devenu une révolution. Donc, vous voyez, ça a commencé juste par quelques protestations sporadiques et finalement, c'est devenu une vraie révolution. C'est pourquoi il est important d'avoir ce type d'assurance. Donc, on ne peut pas s'assurer contre la révolution et ne pas prendre une assurance pour les révoltes, parce que ce sont les révoltes, les petites protestations qui peuvent nous amener à des révolutions. Les deux peuvent être indissociables. Il y a aussi une façon de s'assurer contre les guerres, euh, parce que la guerre aussi engendre beaucoup de pertes. Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui avec les pertes lourdes. Et il est très difficile en général de quantifier le niveau de perte en vie humaine et en termes infrastructurels pendant les guerres. Donc voici les trois couvertures ou polices d'assurance standard pour les violences politiques. Il y a tout ce qui touche le sabotage et le terrorisme. Il y a aussi le deuxième point, c'est une interruption assez extensive du business, des transactions. Donc le sabotage, c'est vraiment un acte subversif ou une série de tels actes qui ont été commis, en tout cas pour des raisons politiques, religieuses ou idéologiques, dans l'intention d'influencer le gouvernement et vraiment de faire peur au public. Donc terrorisme, c'est un acte ou des séries d'actes, comme en tout cas l'utilisation de la force, de la violence contre des personnes ou des groupes de personnes, que ça soit en connexion avec des organisations qui ont des engagements politiques ou pas. La grève, c'est vraiment quand on arrête le travail pour faire des demandes à un employé, c'est-à-dire exposer ses doléances ou protester contre quelques conditions de travail. Les protestes, c'est vraiment des violences sporadiques par des groupes de personnes qui sont assemblées pour une cause commune et qui menacent aussi le public. On a ici l'insurrection, la révolution et la rébellion qui veulent dire une résistance délibérée, organisée par des forces armées. Et finalement, on a la guerre civile. Donc, comme vous le savez, c'est des affrontements. Et il est important, juste pour terminer, de dire que même si je l'ai mentionné, euh, il y a plusieurs types d'assurances, mais il y a de nouveaux risques qui émergent avec la technologie. Et l'un des exemples, quand j'ai commencé il y a 30 ans, personne n'a parlé de cybersécurité parce que ça n'existait pas.
Mais aujourd'hui, la société a beaucoup changé. Comme j'ai dit à mes collègues, c'est vraiment un thème d'actualité aujourd'hui de parler de cybersécurité. Et il y a un type d'assurance qui est approprié à ça. Donc, comme pour vous le dire, l'assurance va vous aider à construire beaucoup plus de résilience dans ce que vous faites. Et ça peut vous permettre de continuer la bonne marche de vos affaires et de vos propriétés dans le futur. Merci beaucoup. Vous avez raison, il y a 20 ans, les questions de cybersécurité n'étaient pas si importantes que ça. En tout cas, merci, merci encore une fois, Carlos. Merci, merci pour votre présentation pertinente. Monsieur Dimadjo, donnez-nous quelques minutes pour qu'on puisse mettre la présentation sur la chaîne en français. D'accord, donc vous êtes prêts, vous pouvez commencer maintenant. Merci à Invest in Africa. Pour vraiment toutes les belles présentations qu'on a vues. Je pense que le message le plus important que j'essaie de mettre en exergue, c'est que connaître les questions de, de cybersécurité et aussi à connaître tout ce qui touche aux violences, comme l'a exposé tout à l'heure mon confrère, ça peut vraiment nous aider. Donc, je vais commencer avec mon thème, avec la résilience en termes de cybersécurité dans les industries extractives. Je suis toujours intéressé d'essayer de voir ce qui se passe dans le continent africain, parce que c'est un continent très riche en termes de ressources, et c'est aussi un continent en développement. Et dans l'évolution, dans le développement des continents, il y a plusieurs étapes. Et il y a de très grandes entreprises qui travaillent dans cette région. Donc, c'est très important de parler d'abord des industries extractives. Donc, c'est les industries en général qui utilisent les matières premières comme le pétrole, le charbon, l'or, le fer, le cuivre et d'autres minéraux qui essaient d'extraire ça de la terre. Et ces industries-là essaient d'extraire ces minéraux par le forage ou par exemple le pompage ou par le fait de les miner. Et cette industrie est aujourd'hui en Afrique dans sa phase naissante. C'est quoi la résistance en termes de cybersécurité? C'est le fait de se préparer et de répondre, mais aussi de pouvoir
recouvrer ses forces après une cyberattaque. Donc, il faut vraiment, ça exige en tout cas un investissement continu pour maintenir en tout cas une ligne de défense proactive. Ce n'est pas juste des règles à mettre en place. Ça doit être quelque chose qui est ancré dans le management des risques et la culture de l'organisation pour faire face à ces attaques. Donc, il y a beaucoup d'attaques qui viennent d'erreurs humaines. Il y a beaucoup de choses qu'on voit à la télé. Donc, des choses qui sont passées parce qu'il y a eu, en tout cas, des coupures ou des pannes de réseau, les informations se sont trouvées dans la rue. Donc, chaque entreprise doit se poser les questions suivantes. Quels sont mes actifs? Quelles sont mes ressources? Quels sont les types de formations qu'on a données à nos employés pour qu'ils puissent se prémunir en termes d'attaques de cybersécurité? Donc, qu'est-ce qu'il faut en termes d'achat et d'acquisition pour être au top sur le plan opérationnel pour pouvoir faire face à ces attaques? Voici les 5 menaces en termes de cybersécurité les plus récurrentes en Afrique. Donc, encore une fois, la plupart, comme on le dit, c'est des choses qui peuvent venir d'erreurs humaines. Et quand vous verrez cette présentation, vous verrez qu'il sera beaucoup plus clair par rapport aux aspects de la gestion des risques. Il faut s'assurer aussi que les niveaux de verrou sont séparés pour qu'aujourd'hui, si on fait face à un risque A, ce risque A-là ne se reproduira pas pour qu'on puisse aussi se préparer à un risque B. Parce que ça nous permet d'avoir une certaine continuité du business, de mettre en place un système pour verrouiller les risques, mais un système séparé. Donc, que ce soit par des emails, des messages, il y a plusieurs sources qui peuvent traquer des informations pour révéler, en tout cas, des informations sensibles, que ce soit des informations financières ou personnelles. Donc, des fois même, c'est des informations intimes qui compromettent la personnalité des gens qui sont impliqués. C'est pourquoi il est important de faire en sorte qu'il y ait une séparation entre vos informations, en tout cas technologiques, personnelles et les informations professionnelles. Il est dangereux d'utiliser, par exemple, son email personnel pour des affaires professionnelles, parce que ça peut compromettre le business. Parce que les gens peuvent avoir accès à votre système pour avoir des informations confidentielles. Donc les gens ont des tactiques assez, assez techniquement difficiles à percevoir. Et ces tactiques-là visent à utiliser des emails professionnels pour pouvoir entrer dans le système, entrer même dans des comptes bancaires. Donc il y a plusieurs visages du criminel de l'informatique.
il y a des gens qui sont des criminels organisés, qui agissent en crime organisé. En général, c'est des activistes, c'est des extrémistes. Il y a aussi l'espionnage industriel. Vous verrez beaucoup de grandes multinationales dans l'industrie du pétrole et du gaz. Aussi être espionné par des concurrents. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi c'est très important que ceux qui travaillent dans l'entreprise soient formés à pouvoir faire la différence et éviter des erreurs humaines qui peuvent coûter. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il est important de faire le suivi de ces types de crimes-là. Il faut savoir aussi combien ça nous coûte les crimes technologiques que l'on voit très souvent liés à l'informatique. Donc, je pense que les crimes perpétrés par le biais du système technologique vont croître de 15% par année sur les 5 années à venir. Ça va aller jusqu'à 10,5 trillions par année en 2025. Alors qu'en 2015, c'était juste 3 000 milliards de dollars. Donc, et malheureusement, les conséquences peuvent être sur le plan médical, sur le plan de la sécurité, sur le plan même de l'arrêt des transactions commerciales. Et quand vous essayez de mettre en place un système agrégatif pour tous ces chiffres qu'on a et qui constituent les conséquences de ces attaques, vous verrez qu'il devient de plus en plus urgent de traquer ces criminels. Regardez les chiffres qu'on a. Donc, le coût annuel, en moyenne, on parle de 6,1 millions d'euros par an pour les entreprises. Et sur l'économie globale, vous voyez que ça fait 445 milliards de dollars. Et c'est des chiffres qui augmentent tous les jours. De plus en plus de personnes sont touchées par les attaques perpétrées par le biais de systèmes informatiques. Donc il faut vraiment être proactif, savoir aussi protéger ses actifs et avoir un plan de relance, c'est important. Bon, dans le domaine du pétrole et du gaz, il y a beaucoup d'attaques qui ne sont pas détectées à temps. Donc, n'attendez pas d'avoir vraiment des défections, des explosions pour commencer à se poser des questions sur comment éviter ces attaques.
Donc, il faut, sur le plan quotidien, mettre en place un système, en tout cas une première ligne pour contre-attaquer et se défendre. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que quelque chose se passe. Donc, il faut faire en sorte que la défense contre ces crimes-là soit quelque chose qui est ancré dans la pratique de l'organisation. Dans la deuxième section, c'est important de parler de l'assurance. Donc, quand on considère tout ce qui est cybersécurité, c'est important de calculer tous les risques qui peuvent être associés à ça et aussi de gérer ces risques comme on gère les risques associés à d'autres types d'attaques ou de pertes. Parce que là, en ce moment, on voit beaucoup plus de défis liés aux crimes concernant la cybersécurité. Ça peut être quelque chose qui passe par l'Internet. Donc, il est important pour les organisations de se challenger, de challenger leurs collaborateurs sur ça. On voit aujourd'hui que la fréquence et la gravité des cyberattaques augmentent de manière exponentielle. Donc, il est important de voir les meilleures pratiques pour pouvoir faire face à ça. Et l'assurance en est une pratique qui est très, très importante en ce moment. Donc là, on pense que par exemple, sur le marché de Londres, il y a une capacité d'à peu près 250 millions de dollars, mais ça concerne que les risques standards. Donc il faut être vraiment proactif, s'assurer qu'on a aussi qu'on n'est pas vulnérable par rapport à nos documents. Donc, c'est plus de choses qu'on prend en compte quand on parle d'assurance pour les crimes liés à la cybersécurité. C'est important pour les clients de comprendre qu'il faut une politique, mais aussi de comprendre le processus. Donc, l'assurance en termes de cyber, c'est quelque chose qui dépend de la propriété intellectuelle. On voit aujourd'hui une augmentation de la valeur des actifs intangibles, c'est-à-dire de la propriété intellectuelle. Donc, quand vous achetez une police d'assurance, il faut penser aux actifs qui sont tangibles et aux actifs qui sont intangibles. Donc, l'utilisation de la cyberassurance relève de ça. Quels sont les actifs qui sont tangibles, qui peuvent être endommagés, et quels sont les actifs intangibles aussi qui peuvent être endommagés. C'est la somme de ces deux qui nous permet d'avoir une couverture convenable en termes de cyberassurance.
Donc, il y a une évolution, ce qui est aujourd'hui une histoire qui fait le buzz, peut-être quelque chose d'assez simple à gérer demain. Donc, non seulement il faut mettre en place un système d'assurance au jour le jour, mais aussi avoir des perspectives pour l'avenir. Donc, l'assurance cyber couvre beaucoup de choses, comme les costes de rupture, que ce soit les coûts de rupture, que ce soit des coûts forensiques, des notifications. Ça nous aide aussi pour le suivi de nos crédits. Ça nous évite aussi des pénalités réglementaires. Donc, des choses aussi simples que des accords de confidentialité qui se retrouvent dans la rue ou des virus qui entrent dans le système. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles il faut parer. Et si vous avez une défense en termes de cybersécurité, ça peut vous éviter tout ça. En général, toutes les politiques ont une possibilité d'avoir des rapports sur les incidents qui se passent. Donc, les coûts forensiques nous permettent d'avoir une vue sur ça. Donc, encore une fois, il faut que le règlement, la politique soit proactive et réactive. Donc, analyser les événements, les sinistres sur la base de leur fréquence, en analysant les pertes, les déclarations, mais aussi, bien sûr, il y a les déclarations concernant les tiers, une autre troisième partie. Donc, ça peut être quelque chose qui est un passif concernant les multimédias, un passif aussi en termes de sécurité du réseau, ainsi de suite. Donc, comme on l'a dit, l'assurance en termes de cyber, c'est comme l'assurance qu'on connaît traditionnelle. C'est plus une couverture. Ça nous permet de bénéficier d'autres possibilités d'accompagnement pour nous permettre d'évaluer nos risques. Donc, la politique qu'on va mettre en place pour la cybersécurité, c'est vraiment une politique que l'on doit vivre au jour le jour. Et l'assurance aussi qu'on doit acquérir doit être une assurance qui nous permet de nous donner des informations à travers les experts juridiques, à travers la communication de crise, à travers la comptabilité forensique, ainsi de suite. Donc, l'assurance en termes de cybersécurité nous offre toutes ces possibilités-là. Donc, les coûts en général qui sont engendrés, donc la plus grande majorité, c'est-à-dire 78% des dépenses allouées à des crises sont, comme vous le savez, des dépenses sur le plan forensique. Il y a aussi les vols d'identité. Mais comme je l'ai dit, l'évaluation forensique nous permet d'avoir en tout cas beaucoup plus d'aperçu sur la politique qu'on a mis en place, mais aussi d'avoir des perspectives d'avenir pour changer cette politique. Donc, il y a aussi des choses qui sont liées à l'interruption dans les transactions, mais quand vous regardez ces coûts en général, c'est des coûts qui sont très élevés, mais des fois, trouver la cause
peut être beaucoup plus cher que vraiment de recouvrer les coûts des pertes. Donc, les questions forensiques sont très importantes pour l'investigation. Et après, bon, j'ai vu autre chose dans les slides que vous pourriez lire après pour avoir beaucoup plus d'informations sur ça. Donc, c'est vraiment des outils que vous pourriez utiliser et qui devront vous permettre d'avoir un aperçu sur la structure même et la charnière de l'assurance en termes de cybersécurité. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. C'est que nous sommes tous impatients d'aller dans la section des questions-réponses. J'ai 3 questions en ce moment pour vous. La première question, c'est qu'on parle beaucoup de la résilience en termes de cybersécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'assurance pour la cybersécurité, elle est importante en ce moment ou c'est quelque chose qu'on doit juste prendre en compte dans le département de la gestion des risques de toutes les entreprises? Désolé pour ces 3 questions que je vous jette comme ça en vrac, mais on va finir dans quelques minutes. Donc peut-être aussi les investissements pour les départements des risques des entreprises pour l'assurance sécurité. Donc, je pense que l'assurance cyber doit faire partie de la gestion des risques dans une entreprise. Parce que là où il y a des questions de santé et de sécurité, spécialement dans certaines industries, je crois que la résilience en termes de cybersécurité doit être prise en compte. Ça doit être un besoin pour l'entreprise d'avancer et de se sécuriser. Je pense que la question de la conformité aussi, par exemple, elle est importante parce que, quel que soit Alpha, pour parer aussi aux questions d'attaque liées au cyber, à la technologie, il est important, comme je l'ai dit aussi, qu'on mette en place une politique de conformité. En Afrique, je pense qu'il y a déjà de très bons jalons dans l'industrie extractive. Mais je pense qu'il y a un besoin important de partager des expériences pour que aussi les gens puissent se familiariser avec les standards internationaux. Et je crois que des webinaires
comme ceux-là vont beaucoup aider dans le partage d'informations pour aussi aider les gens à former des opinions par rapport à ce qu'il faut faire. Et troisièmement, il est très difficile de mesurer la valeur des investissements en termes de résilience cyber. Il y a des modèles qu'on a mis en place, certainement, donc des modèles par rapport à l'impact légal ou juridique sur la base des contrats qu'on a signés. Je crois qu'il y a toujours un élément assez abstrait, insaisissable, quand on considère mettre en place un réseau, mettre en place une sécurité cyber. Donc, c'est vrai que en tout cas, c'est un cadre assez global. Donc, il est très difficile de dire le niveau d'investissement attendu pour mettre en place un système d'assurance cyber performant. Donc, c'est tout un package. Donc, il faut voir la chose dans sa globalité et s'inspirer des standards internationaux. Et des fois, ces standards internationaux, par exemple, pour la cybersécurité, donc, concernent à des niveaux spécifiques certaines localités, certains pays, certaines époques. Donc, d'abord, il faut commencer par avoir des contrats. Et puis, ces contrats-là, il faut respecter aussi les clauses et parer à toute éventualité qui pourrait, dans l'exécution de ce contrat, constituer des coûts. Je crois que c'est vraiment le business en général, que ce soit business, que ce soit cyber, il faut être proactif. Je pense que c'est la démarche anticipative qui va faire la différence. Donc, pour mettre en place un système tangible, un système contre les attaques cyber, je pense qu'il faut toutes les ressources de l'organisation, les experts ont cette expérience-là et en général, rien n'est laissé en rade par eux. Merci beaucoup pour ça. Carlos, est-ce que vous pouvez nous donner un résumé des types d'assurance? Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement les types d'assurance qu'il faudrait prendre et aussi que les contractuels devraient prendre? On est désolé pour cette grande question. On a 1 ou 2 minutes pour répondre. Donc, s'il vous plaît, allez-y. Donc, je pense que toutes les assurances dont j'ai parlé, les événements, que ce soit rupture de contrat, feu, que ce soit les risques politiques et tout ce qui n'est pas explicitement exclu. Donc, en général, tous ces événements, tous ces sinistres, on a besoin de nous assurer contre eux.
Donc, toutes les entreprises doivent avoir, en tout cas, des polices d'assurance tout risque. C'est beaucoup plus simple. Donc, je pense que ça soit les risques liés aux questions de cybersécurité des cargos. Je pense que si on a une assurance tout risque, ça peut régler tout ça. Donc, il est très important aussi, quand on a des actifs comme certaines machines qui coûtent cher, qui sont très lourdes, aussi de les assurer. Je pense que c'était une très bonne question. Merci beaucoup. Merci vous deux. On va aller vers notre première présentatrice. J'ai aussi trois questions pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi une vue globale sur la politique de conformité en Afrique, les conséquences quand on ne respecte pas les conséquences, quand on ne respecte pas la conformité et les conséquences de manière générale sur l'entreprise. Et en général, quels sont les défis les plus importants que les départements de contrôle conformité ont en général en Afrique? Merci beaucoup. Merci, Bokar. Donc, pour la question concernant les trois risques les plus importants, je dirais c'est la corruption et les pots de vin, c'est le premier risque. Quand on est en interface très souvent avec les agents du gouvernement, le risque de donner des pots de vin, de corrompre, en général, ça augmente avec les représentants du gouvernement. On voit ça très souvent dans beaucoup de scandales en Afrique dans les 10 dernières années. Quand on entend des histoires par rapport à la corruption, en général, c'est quelque chose qui vient du secteur public. Le fait d'avoir des licences, le fait de suivre la réglementation en général. Les gens sont beaucoup plus exposés à la non-conformité. Le deuxième risque, c'est le risque lié à la réglementation dans l'industrie du pétrole et du gaz, que ce soit au Sénégal ou en Mauritanie. Vu que vous venez de développer cette industrie-là, c'est sûr que il y aura une évolution, un développement du paysage réglementaire. Et la nature des agences avec lesquelles vous travaillez, souvent, donc pour vous dire, il y a des risques par rapport au respect des règlements. Donc, surtout au niveau de la phase de production. Et le troisième, je ne suis pas sûr du troisième, j'ai deux facteurs. Donc, c'est vrai, il y a l'élément politique. En Afrique, c'est vrai que sur le plan politique, les choses sont stables. Donc, c'est un domaine. Donc, il faut s'informer des évolutions politiques et peut-être le dernier.
Donc, comme on l'a dit, dans les risques liés à la technologie, par exemple, au Nigeria, on s'aperçoit que de plus en plus d'entreprises, surtout dans l'industrie financière, depuis la COVID-19, on voit que l'industrie technologique évolue vite et bien sûr, il y a des risques associés aux crimes perpétrés sur des plateformes informatiques. Donc, les conséquences quand on ne respecte pas la conformité, bien sûr, il y a plusieurs risques, il y a plusieurs conséquences qui sont autres que la sanction et les punitions. Ça peut être des difficultés de continuer à travailler dans le pays, ça peut être une perte de licence. Par exemple, une société qui est dans le pétrole et le gaz, qui ne respecte pas la réglementation, peut perdre sa licence. Et la dernière question, les défis en général que les départements de risque et conformité ont, je pense que c'est d'abord trouver le personnel adéquat et puis de les garder. Et je pense que tout ça dépend aussi de l'importance de la conformité et du contrôle des risques dans l'organisation. Donc, beaucoup d'entreprises n'en font pas une unité qui est nécessaire pour la bonne marche de l'organisation. Et tout ça, ça constitue des défis. Donc, le plus grand challenge, c'est vraiment avoir les ressources qu'il faut. La plupart du temps, les départements de conformité n'ont pas assez de staff, un personnel adéquat pour gérer les problèmes. Merci beaucoup. Et je vais le répéter encore une fois, on n'a pas le choix. On vous a donné les questions en vrac, mais on a fait tout ce qu'on a pu pour vous donner toutes les questions qu'on a posées. Merci beaucoup à tout le monde. On a un problème d'électricité là où je suis. C'est pourquoi je suis connecté avec mon téléphone. Merci vraiment pour tous ces participants qui sont venus pour ce thème qui est très important pour la région africaine. Merci à Rolake, Dimadio et Carlos pour vos interventions. Nous sommes là pour soutenir les capacités stratégiques des entreprises locales sénégalaises et mauritaniennes. Donc, n'hésitez pas d'aller sur la plateforme Investina Africa, APP Mauritanie, APP Sénégal, pour pouvoir s'inscrire et essayer d'avoir plus d'informations sur nos webinaires et sur nos plateformes. Merci beaucoup encore de votre attention et merci de nous suivre dans les deux chaînes en français et en anglais. Merci et on est impatient d'avoir des événements comme ceux-là pour les petites et moyennes entreprises et pour les gens. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci. Bye bye.